à Sonia de m'avoir transmis le relais. Cette table ronde s'intitule Financement public, modèle alternatif et économie sociale et solidaire. Nous aurons pour cette table ronde 3 intervenantes. Une 4e était prévue, Vanessa Mungar, qui devait représenter la Banque africaine de développement. Hélas, elle est souffrante, elle nous a prévenu ce matin qu'elle ne pourrait pas participer. Donc 3 intervenantes pour cette table ronde. D'abord, Esma Ben Hamida, qui est cofondatrice et présidente d'Enda Interarabe, et qui est basée en Tunisie. Puis Rachel Khawaja, qui est directrice générale adjointe d'Equitativa et qui est fondatrice de l'association Rich Mentoring, qui est basée aux Émirats Arabes Unis. Et enfin Stéphanie Roger, qui est présidente du groupe MGEN, Mutuelle Générale d'Éducation Nationale, qui est basée en France. La première question, je vais peut-être la diriger d'abord à Esma Ben Hamida. Pour faire la transition avec la table ronde précédente, qui était sur des affaires financières de haute volée très classiques, même avec toutes les difficultés que parlaient Sonia et les intervenantes. Quelles sont les principales carences des intermédiaires financiers, des financements privés habituels que votre organisation, Enda Interarabe, contribue à combler auprès des femmes pour favoriser l'entrepreneuriat et le leadership féminin? Donc, quelles sont ces principales carences? Est-ce que vous avez des exemples concrets de programmes? Et dans quels milieux sociaux et quelles générations, surtout, Enda Interarabe est le plus actif? Ah, on ne vous entend pas, Esma. Voilà. Merci. Maintenant, c'est bon? Parfait. Oui, merci Yann, merci à Lima pour cette invitation et à cette occasion de parler de la Tunisie et du cas du modèle que nous avons commencé il y a plus de 30 ans en Tunisie. En effet, les carences, remettant les choses dans leur contexte, la Tunisie post-indépendance a tout mis en œuvre grâce à Bourguiba pour faciliter l'émancipation de la femme. Et tout un arsenal législatif et réglementaire a été mis en place pour l'inclusion de la femme justement dans l'économie et dans le marché. Malheureusement, la femme tunisienne se heurte toujours à des exclusions en termes d'accès au marché, accès au capital, accès au crédit, accès à l'information, aux technologies et au réseau professionnel. Ce n'est pas nouveau pour la région arabe, mais pour montrer que même en Tunisie, ces exclusions persistent encore. Si on sait qu'il y a une femme sur 4 qui participe au marché du travail, pourtant les femmes représentent 2/3 des diplômés de l'enseignement supérieur. Elles sont aussi 2 fois plus touchées par le chômage. Donc on a une idée de comment ça se passe. Pour l'accès au crédit, comme partout dans le monde, les banques ne prêtent pas aux populations défavorisées et encore moins aux femmes. Par exemple, en 2011, 75% des femmes d'affaires qui ont sollicité un crédit bancaire, 47% seulement ont obtenu un crédit. On connaît les raisons, pas de garantie. Les femmes, 4,5%, seulement des femmes en Tunisie ont accès à la terre, peu d'accès à la propriété, pas d'histoire avec les banques, pas d'informations pour accéder aux opportunités financières. Juste pour rappeler que quand on avait commencé à 30 ans, on a commencé le microcrédit en 95. La première fois que j'ai envoyé une femme à la banque, elle a pleuré. C'est juste pour vous donner une idée de la situation, comment la banque, c'est pas un milieu accessible aux femmes à l'époque. Donc, si on parle d'entrepreneuriat, effectivement, en Tunisie, on comptait en 2017, donc ça a dû augmenter maintenant, quelques 770 000 entreprises, dont la majorité sont des toutes petites entreprises et des micro-entreprises qui emploient à peu près 1 million de personnes. C'est d'où la raison pour laquelle Enda, il y a, comme j'ai dit, en 95, donc plus de 28 ans, elle a introduit pour la première fois la microfinance selon les bonnes pratiques, la microfinance surtout pour les femmes. Donc à l'époque, le programme était destiné exclusivement aux femmes pour leur permettre de se lancer dans le micro-entrepreneuriat. Je donne rapidement un chiffre, donc dans 28 ans, on a quand même soutenu plus de 950 000 Tunisiennes et Tunisiens dans les quartiers populaires et les zones rurales. 70% sont des femmes. Pourquoi? Tout simplement parce que on avait commencé à donner uniquement aux femmes et ce sont les femmes elles-mêmes qui avaient sollicité qu'on accorde des crédits aux hommes et je raconterai l'histoire à la fin. Donc là, je donne juste un chiffre. Pendant ces années, on a octroyé quelques 6 milliards de dinars, c'est-à-dire environ 2 milliards
d'euros. Tout ça, c'est pour montrer quel type de crédit. C'est vraiment des microcrédits allant jusqu'à 15 000 euros. Et ça leur a permis justement de se lancer pour la première fois dans un micro-entrepreneuriat pignon sur rue. C'est pas que la femme tunisienne n'est pas active économiquement, au contraire. Mais ces femmes, grâce au crédit, ont pu accéder à l'entrepreneuriat pignon sur rue, c'est-à-dire à sortir, à ouvrir des entreprises, des ateliers et à négocier et vendre et accéder au marché. Ces femmes, vous m'avez dit quel type, c'est des femmes, pratiquement la majorité étaient à l'époque analphabètes ou peu alphabétisées. Depuis 2011, après ce qu'on appelle la pseudo-révolution en Tunisie, nous avons maintenant beaucoup plus de jeunes. Et au fait, on est en train de constater l'arrivée de la deuxième et même la troisième génération d'entrepreneurs, c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants de ces premiers entrepreneurs. Donc, on arrive à toucher pratiquement toute la Tunisie à partir d'une centaine d'agences et des guichets mobiles. Et nous avons donc à peu près 2000 jeunes agents qui sont à la disposition de ces femmes ou de ces clients, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, ils sont 1% de femmes, ça veut dire que nous avons les maris, les frères et les enfants, les garçons de ces femmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important de ne plus parler que de la femme, de l'émancipation de la femme. On va en arriver aussi à la fin. Il faudrait penser à l'émancipation de l'homme également. Merci beaucoup. Rachel Hawaja, est-ce que la situation vue des Émirats doit être assez différente de celle de la Tunisie et le public près duquel vous travaillez doit être également assez différent? On ne vous entend pas. Vous m'entendez? C'est parfait. Allez-y, je vous en prie. Alors, écoutez, aux Émirats, les choses changent assez rapidement. Il y a un grand mouvement à partir du gouvernement pour additionner beaucoup plus de femmes dans les boards of companies, dans les entrepreneuriats, dans le finance, investments, C-levels, donc les postes très senior. Donc, on voit beaucoup de changements en ce moment dans les Émirats. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, il y a 2 semaines, il y a une directive du gouvernement pour le quota. Je sais que quotas, c'est quelque chose il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui pensent que c'est pas nécessairement la manière dans laquelle on doit ce qu'on doit utiliser pour améliorer la situation féminine dans le in the workforce. Mais ils ont annoncé une directive là où toutes les compagnies qui sont listed sur le stock exchange, ils doivent avoir at least one female board member. Moi, personnellement, je pense que quotas en ce moment, c'est nécessaire. Peut-être pas dans 10 ans, peut-être pas dans 3 ans, peut-être pas dans, j'espère que ça prend pas 10 ans, mais en ce moment, je pense que le quota, c'est encore nécessaire parce qu'il y a encore beaucoup de compagnies qui écoutent toute la conversation de la diversité, la production des compagnies qui s'améliorent parce qu'il y a des femmes et tout ça, mais ils sont encore pas nécessairement prêts à faire step forward pour prendre une décision d'avoir plus de femmes on their boards. Et je pense que ça va aider beaucoup la situation, surtout que dans le domaine de l'entrepreneuriat, le gouvernement ici pousse beaucoup les femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de programmes pour financer les femmes entrepreneurs locales. Ce sont des financements publics, des financements gouvernementaux? Gouvernementaux, oui. D'accord. Privé, c'est pas encore très simple.
Mais ça s'améliore, mais c'est pas encore très très simple comme a dit Madame Essin. Très bien. Stéphanie Roger, quelle est l'expérience dans un contexte évidemment très différent, de la MGEN dans le fait de faciliter le leadership, l'entrepreneuriat, je ne sais pas, le leadership féminin en tout cas, dans les activités qui sont les vôtres, et notamment, je crois, autour des questions de santé, qui sont quand même le cœur de la MGEN. Bien, bonjour à tous. C'est vrai que la MGEN est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est vrai que par rapport à la thématique de l'entrepreneuriat et de l'implication des femmes, on n'est pas forcément un financeur aujourd'hui de projets portés par des femmes. Néanmoins, en tant qu'acteur global de santé, on travaille et est porteur de valeurs, notamment sur la place des femmes dans la société ou dans ou l'attention au niveau de la santé. On se dit que on est plutôt sur un volet éducatif, c'est-à-dire que pour qu'une femme puisse être entrepreneur, il faut que d'abord qu'elle puisse oser, qu'elle puisse savoir qu'elle a sa place. Et donc on travaille beaucoup plus sur la partie avant le moment d'entreprendre, sur le volet à l'éducation, le droit, l'accès sous l'angle citoyenneté, la place des femmes dans la société, comment on peut amener les petites filles à aller sur des études scientifiques, notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup moins de femmes qui faisaient des études scientifiques. Et puis, ma conviction personnelle, c'est on peut encourager un certain nombre d'actions, mais tant qu'il y aura des blocages, et que ce soit de la société ou parfois des femmes elles-mêmes, on aura du mal à encourager et à avoir de plus en plus de femmes entrepreneurs. Quand vous dites les blocages des femmes elles-mêmes, vous pensez à quoi principalement ? Il y a un certain nombre de choses. Je pense que sur certaines actions, les femmes n'osent pas forcément aller vers certaines carrières, notamment sur les carrières scientifiques. On voit bien, il y a moins de femmes qui font des études de sciences que d'hommes, donc il faut pouvoir encourager cela. Après, il y a tout un rôle aussi au niveau de la société qui culpabilise encore les jeunes mamans qui sont, par exemple, la casquette maman, femme, professionnelle, est parfois un petit peu compliquée, notamment sur les enfants en bas âge, où on a peut-être une société qui culpabilise encore la jeune maman. Donc, faut pouvoir aussi trouver des moyens pour que les femmes puissent s'investir sans avoir cette culpabilité au fond d'elles et ce dilemme terrible de dire est-ce que je suis maman ou est-ce que je suis professionnelle. Racha, je vous voyais opiner quand Stéphanie parlait des jeunes mamans. Et vous aviez parlé en préparant cette table ronde du programme Rich Mentoring et justement de tout le soutien, je ne sais pas comment l'appeler, psychologique, social, culturel, qui n'est pas un soutien financier auprès y compris de femmes très diplômées, cadres, etc. Vous m'aviez dit, je crois que votre première expérience, c'était en Grande-Bretagne, en fait. C'était à Londres où des collègues sont venus vous solliciter. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, moi j'ai commencé ma carrière. Écoutez, je suis très d'accord avec Stéphanie et je voulais additionner que moi je suis mathématicienne et oui, il y en avait pas beaucoup de nous, pas beaucoup de femmes dans les universités qui étudient des maths. Et j'avais beaucoup d'obstacles, même la famille qui me disait qu'est-ce que tu vas faire avec des maths, pourquoi tu vas étudier des maths, ça sert à quoi, tu veux pas faire autre chose, quelque chose qui te va, parce que la mentalité, ils sont pas contre, mais c'est pas le procès naturel pour une femme d'étudier des maths. Fais médecin si tu veux des sciences. Moi je voulais pas faire des sciences, je suis pas, j'aime pas médecine, mais j'ai fait mes études en maths et puis j'ai fait mon MBA à Imperial College à Londres. Et puis je suis allée travailler dans le trading floor. Donc j'étais dans des grandes compagnies, grandes banques américaines. J'étais à PaineWebber, à Lehman Brothers, à State Street. C'est des grandes compagnies avec des grandes investment banks avec des grands trading floors où chaque étage de trading parce que c'est par produit, donc il y a le fixed income equity, c'est grand, c'est une économie. Toute le floor, c'est une économie où il y a presque que des hommes, donc il doit y avoir 400 hommes et peut-être 4 femmes. Il y a vraiment pas de femmes. Donc, mais j'étais très jeune, j'avais 22 ans et on apprend parce que je voyais pas la différence à cet âge, je voyais vraiment pas la différence du tout. Que ça m'a pris quelques années pour voir que j'étais traitée différemment, que
on me donnait pas assez de responsabilités, mais ça a pris beaucoup d'années pour que je comprenne ça, parce que vraiment pour moi, j'allais au travail, je faisais mon boulot très bien comme tout le monde, et c'était beaucoup plus tard dans ma carrière où j'ai eu beaucoup de mentoring. Et c'est ça qui a poussé ma carrière beaucoup. Mais à Londres, il y a beaucoup de structured mentoring programs. Il y en a, ça existe. Quand je suis arrivée aux Émirats et j'avais un poste très important dans une compagnie anglaise, je m'occupais de tout le Moyen-Orient ici, j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes qui venaient me dire « Est-ce que je peux avoir un café avec toi? Je veux te poser des questions. » OK. Et les questions, c'était toujours comment... c'était des questions de confidence, de ne pas savoir comment être maman et comment aller au travail et comment être femme et comment être fille et comment avoir la famille et tout ça. Et je pense, moi, j'étais dans une carrière, les premières 10 ans, 15 ans où je travaillais puis j'ai eu mes enfants, je pensais pas, parce que mes parents, ils étaient très... very supportive, me supportait beaucoup, que tu dois toujours travailler parce que ok, tu as eu des enfants, il faut travailler parce que les enfants ils vont rentrer, ils vont aller à l'université, et puis qu'est-ce que tu vas faire? Et toute ma famille, les femmes dans ma famille du côté maternel et paternel, toutes elles travaillaient. Et au bout de quelques années, j'ai réalisé que les femmes peut-être on peut leur donner l'accès financier, mais elles ont beaucoup d'autres obstacles qu'on n'est pas en train d'essayer de rectifier. Donc, j'ai fondé avec trois autres femmes une non-profit organization for mentoring, pour mentorat pour les femmes. C'est spécifiquement pour les femmes professionnelles qui s'appelle Reach Mentoring. Et Reach, ça fait 7 ans maintenant que cette organisation est là, c'est la première non-profit dans le DIFC, c'est le centre financier ici à Dubaï. Et on a, we've mentored over 700 professional ladies so far. Le programme est aussi à Bahreïn et aussi en Égypte, au Liban. Maintenant, c'est assez grand. Et c'est très, it's doing really well. Mais c'est vraiment juste pour supporter les femmes dans toutes les autres choses qui ne sont pas financières. Et ça les aide tellement que on a, c'est non-profit, donc elles payent pas, c'est très bien, ils peuvent venir, mais ils doivent avoir des criteria to come into the program. Et puis, c'est 1 an où ils ont accès à le CEO de CIO de grandes compagnies, ici dans le Moyen-Orient, qui peuvent leur guider pour que les femmes aussi, il faut peut-être, c'est quelque chose de peut-être important de se rappeler que les hommes, c'est pas que c'est pas qu'il y a une différence. Pour moi, je trouve pas qu'il y a les femmes ou les hommes, c'est 2 choses différentes ou meilleures ou pas meilleures. C'est pas ça du tout, et je suis pas d'accord avec ce modèle du tout. Mais c'est que les hommes, ça fait au moins plein de générations qui sont dans le monde corporate, dans le monde corporel. L'entreprise. Hein? L'entreprise. Dans le modèle entreprise. Mais les femmes, c'est une génération, peut-être 2. Donc, la plupart de nous, peut-être nos mères a travaillé, mais la plupart de nous, notre grand-mère ne travaillait pas. Donc, ça fait vraiment une génération, ou peut-être 2 seulement, d'être dans le corporate world. Et donc, le stress, la politique, le teamwork, le teamwork, the achievements, how to manage teams, how to deal with bosses et tout ça, c'est assez nouveau encore pour les femmes. Et c'est ça que à Reach, on s'occupe beaucoup de mentoring les femmes dans tout ce qui n'est pas financé, et ça envoie des résultats très bons. Et vous insistiez, je crois, dans la conversation qu'on avait eue sur le fait que les femmes ne pouvaient pas trouver ces conseils dans l'entreprise elle-même, parce que ça supposait de parler de problèmes personnels, familiaux, etc. Il fallait donc que ce soit extérieur à l'entreprise pour qu'elle puisse en parler librement, sans oui, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font du mentorat interne,
Oui, c'est ça. Le problème, c'est que beaucoup de femmes, la première question, c'est ok, je vais avoir un bébé, qu'est-ce que je fais? Je suis pas sûre si je peux rester dans l'emploi, et de faire le mentoring dans la même compagnie, elles vont jamais avoir un safe environment où elles peuvent vraiment parler avec liberté. Et il y avait une recherche très importante je pense que c'était de McKinsey, où on voit la trajectoire dans les 10 ans qu'ils ont passés, où il y a beaucoup plus de femmes qui rentrent à l'emploi, beaucoup plus, parce que there is a huge push for diversity, inclusion, les femmes dans l'emploi, mais le nombre de femmes qui restent dans l'emploi diminue énormément. Donc, il y a beaucoup plus de femmes qui, à l'âge de 20 ans, qui rentrent dans l'emploi, et au bout de une dizaine d'années plus tard, où elles commencent à avoir une famille et tout ça, là, on voit a big drop in the numbers of women that stay employed, qui restent dans l'emploi. Et c'est ça où le mentorat vient pour essayer d'améliorer la situation. Merci beaucoup. Ouais. Esma, Racha vient de nous parler de tout un tas de soutiens qui ne sont pas des soutiens financiers, qui sont des soutiens culturels, psychologiques, etc. Vous faites aussi, je crois, beaucoup d'accompagnement, faire en sorte, pour aider les femmes qui accèdent à un microcrédit grâce à vous, à pouvoir gérer leur entreprise. Alors, quelles sont les formes d'accompagnement que Enda fournit à ces femmes ? Oui, en effet, justement, j'ai pas bien expliqué ce qu'est Enda, mais en fait, on avait commencé comme une ONG, et ensuite, on avait lancé le microcrédit qu'on avait transféré par la suite à une société, et l'ONG aujourd'hui est consacrée, on consacre toutes ses activités à l'accompagnement. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle aussi, ces femmes avec lesquelles on travaille, ce sont des femmes qui viennent des quartiers populaires et des zones rurales. Donc, des femmes qui n'ont pas eu accès à des formations, à des expériences, à des échanges, au réseautage, comme je l'ai dit aussi. Et surtout, je voudrais rappeler, historiquement, la Tunisie n'est pas comme l'Afrique subsaharienne ou l'Asie ou l'Amérique latine, où les femmes sont traditionnellement des entrepreneurs sur les marchés. On les voit sur les marchés, on les voit partout dans la rue. Les femmes arabes, musulmanes arabes en général, elles sont actives, mais elles sont actives à l'intérieur de leur maison. Donc, quand on avait commencé à donner des crédits, nous avions remarqué qu'elles n'avaient pas besoin que d'argent, mais elles avaient besoin justement d'améliorer leurs compétences entrepreneuriales, managériales. C'est un peu tout ce que disait Racha, mais à un autre niveau, au niveau des femmes micro-entrepreneurs. Je voudrais aussi rappeler que ces femmes ont besoin aussi de réseautage, parce que les hommes, comme elle l'avait dit aussi, moi je corrige Racha, c'est depuis des siècles que les hommes dominent le monde, et que les hommes se trouvent dans l'entrepreneuriat partout, et que les femmes, c'est seulement récemment qu'elles ont la chance de pouvoir s'infiltrer dans les sphères économiques, entrepreneuriales, aux côtés des hommes. Donc c'est pour ça que malheureusement la Tunisie, qui avait une très bonne place dans le classement du World Economic Forum, a régressé récemment en matière d'égalité de genre. Et nous, on s'estime heureux parce que nous avons mis en place une stratégie genre, et on est en train aujourd'hui d'essayer de répondre aux lacunes qu'on voit chez les femmes pour les ramener au même niveau que les hommes. Donc le genre d'accompagnement qu'on fait, c'est un accompagnement très basique, de la création de l'entreprise à l'amorçage, le démarrage, la croissance, l'expansion, apprendre à faire un plan d'affaires. Encore une fois, je vous rappelle, c'est pour le niveau de ces femmes qui n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre à l'école. La levée de fonds, l'appui à la régularisation des situations fiscales et sociales. N'oubliez pas que la microfinance sert surtout les non formels, l'informel plutôt, et qu'aujourd'hui notre rôle c'est d'amener ces entreprises à rentrer dans le formel. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation, de formation et de coaching de groupe ou individuel pour
aider ces femmes à avoir des entreprises formelles. La culture de l'entrepreneuriat, j'ai dit aussi, elle n'existe pas pratiquement. Donc aujourd'hui, on est en train de la passer dans les universités, dans les lycées, dans ce qu'on appelle des ideation camps ou des ateliers d'idéation, des hackathons, pour essayer d'aider les jeunes, surtout aujourd'hui, à aller vers l'entrepreneuriat. L'autre accompagnement que nous avons relevé un peu sur le tard, c'est les soft skills. C'est que les femmes arabo-musulmanes, elles sont timides. Elles n'ont pas l'occasion de parler, de s'exprimer, de négocier, de parler avec un homme. Rien que ça paraît facile, mais au fait, une femme à qui on demande d'ouvrir son entreprise et de négocier avec des hommes, ça n'a pas été facile les premières fois. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de fournir beaucoup de développement personnel et les compétences ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle dans le digital, apprendre aux femmes à rembourser avec le téléphone et recevoir des messages par téléphone et des formations par téléphone. Donc tout ça est important. Nous sommes en train d'accompagner les agricultrices et les agripreneurs, comme on les appelle aujourd'hui. Et un autre problème très important, c'est l'accès au marché, c'est la commercialisation. Justement, beaucoup les femmes artisanes, elles produisent, mais elles ne savent pas comment vendre leurs produits. Donc, nous sommes en train de les aider à apprendre à participer à des expositions, des foires, et à réseauter dans ces foires. Un dernier volet que nous avons relevé aussi, ça paraît aussi simple, mais c'est l'éducation financière. Les femmes ont besoin d'apprendre comment faire un budget dans la famille, comment séparer le budget de la famille du budget de l'entreprise, comment faire un peu d'épargne, comment gérer sa dette, comment prendre une assurance, parce qu'aujourd'hui, c'est important pour la résilience du ménage, c'est important que ces femmes adhèrent à des assurances. Donc, un autre volet, c'est les droits socio-économiques. Je vous ai dit tout à l'heure que la Tunisie jouit d'un arsenal de droits pour la femme. Mais malheureusement, la majorité des femmes ne sont pas au courant ou ne sont pas conscientes de l'importance de ces droits socio-économiques. Alors, un point que je relève à propos de ces femmes, c'est que elles sont, contrairement aux hommes, elles sont assoiffées de savoir. Elles veulent apprendre tout. C'est comme effectivement tout ce manque pendant des siècles est sorti aujourd'hui. Donc les femmes sont preneuses de formation, de leçons, de réseautage, alors que nous avons du mal à attirer les hommes dans nos salles pour les former. Je suis désolée, Yann, de te dire que les hommes pensent qu'ils sont autosuffisants, qu'ils n'ont plus rien à apprendre, et ils viennent uniquement pour prendre l'argent. L'argent, ils en ont toujours besoin. Et je trouve que c'est dommage pour eux, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sent l'importance d'oublier et d'arrêter de penser féministe, mais de penser genre et égalité des genres. Aujourd'hui, si nous sommes encore en retard, c'est parce que nous nous sommes occupés des femmes, certes. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir appuyé 230 000, d'appuyer actuellement 230 000 femmes entrepreneuses, si on veut, mais je pense qu'il faudrait compléter, il faudrait appuyer les hommes aussi, il faudrait former les hommes, il faudrait les sensibiliser, il faudrait les formater autrement pour que quand on forme la femme, quand elle prend conscience, quand elle rentre à la maison, il faut qu'elle trouve un homme qui est formaté, qui la comprend, qui soit complémentaire et pas malheureusement un homme qui se croit supérieur et qui ne lui permet pas de vivre sa vie. Un dernier point que je voudrais dire aussi, c'est que les femmes aujourd'hui, au bout de 25 ans, je pense, elles se réveillent et elles pensent à elles-mêmes, à leur bien-être, à leur loisir. C'est une question que j'avais posée les premières années de Enda. Et elle me disait, ah non, nous, les loisirs, on ne sait pas ce que c'est, on n'en veut pas. La priorité, c'est nos enfants, c'est notre famille, c'est nos ménages. Aujourd'hui, les femmes
je ne sais pas si c'est le corona qui a aidé, mais elles réalisent qu'elles ont envie, elles aussi, de s'émanciper, de s'amuser. Donc, elles font du yoga, de la danse, de la musique. Et j'ai dit tout à l'heure, elles sont preneuses de tout, et y compris la communication non violente. Pourquoi ? Parce que malheureusement, des études ont relevé que la violence continue, et même elle s'accroît, elle augmente, surtout au sein des couples. Donc, alors, vous allez peut-être me poser la question, quel est l'impact de tout cela sur les femmes ? Quand on leur pose la question, on a fait des études, et plus de 90% de ces femmes vous disent qu'elles ont non seulement amélioré leurs revenus, leurs conditions de vie, mais elles ont augmenté leur pouvoir de décision. Et c'est très important. Et elles ont un meilleur contrôle de leurs ressources et des ressources de la famille. Et je pense que c'est très important, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce serait l'idéal si on peut avoir l'homme qui prend les mêmes formations, le même accompagnement ou un accompagnement différent. Et vous allez me poser la question, pourquoi vous n'allez pas les chercher ? Ils sont dans les cafés. On est en train de réfléchir comment aller toucher les hommes dans les cafés et les bars. Stéphanie Roger, je vous voyais acquiescer à plusieurs choses, notamment à soft skills et à cette idée de formater les hommes. Alors, est-ce que la MGEN essaye de formater les hommes ? On ne peut pas. Non, ce qu'on essaie surtout de faire, c'est travailler sur différents angles. Un angle de prévention. C'est vrai, quand on travaille sur l'égalité homme-femme et la lutte contre toute forme de discrimination, on aide les femmes et aussi on aide les hommes. On aide tout le monde à prendre conscience que parfois il y a des inégalités et parfois des luttes. On peut prendre des exemples avec des partenariats quand on travaille avec Femmes Numérique pour encourager les femmes dans des études scientifiques. On a un partenariat également avec la Fondation des femmes pour travailler sur la santé des femmes, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a parfois de la discrimination vis-à-vis de la santé. On pense toujours alors ça commence à bouger, que les maladies cardiovasculaires sont les hommes de plus de 60 ans, mais il y a aussi des femmes. Donc on travaille sur tous ces sujets-là. Et puis la lutte contre les stéréotypes, ça commence par là, ça commence par l'éducation, ça commence par le fait d'éclairer un peu les esprits. Et voilà, on est la mutuelle notamment liée à l'éducation nationale, donc ce rôle d'éducatif est important. On a lancé un programme qui s'appelle Stéréotypes Stéréomeufs avec notre association La Dozaine pour pouvoir permettre à ce que des enseignants, que des enfants réagissent sur cette égalité filles-garçons. Mais après, on a beaucoup de travail, mais même nous-mêmes en tant qu'employeurs, à être attentifs sur le rôle des femmes, la place des femmes. Un exemple, dans nos établissements de santé, la moitié des équipes de direction sont des femmes. Donc on est à parité. Mais après, dans plein de mouvements, quand on regarde les missions dédiées aux femmes, les femmes sont plus souvent sur l'action sociale que sur les finances. Et on voit ça petit à petit. Donc on se bat à chaque fois de dire non, mais moi je voudrais plutôt travailler sur les finances, l'action sociale, je rêve de l'action sociale portée par un homme. Voilà, c'est tout ce sujet-là aujourd'hui qui est essentiel. Et puis pour emmener aussi cette idée de travailler sur l'égalité, on a un sujet fort, c'est de se dire que il y a deux niveaux. Les femmes prennent souvent des postes à responsabilité plutôt vers 50-55 ans, généralement après un divorce, parce qu'il y a une perte de revenus du fait de la séparation. Donc là, elles se lancent un peu plus sur des postes de direction ou des postes à responsabilité. Il faut qu'on puisse y arriver bien plus tôt en accompagnant les jeunes femmes sur ces postes à responsabilité, notamment en travaillant potentiellement sur l'accompagnement à la parentalité, parce que c'est pas que la maternité, c'est la parentalité, c'est-à-dire que c'est la famille qui doit travailler là-dessus. Et puis c'est aussi le fait de se dire que à compétences égales, on n'est pas encore avec une égalité salariale. En France, il y a un certain nombre de métiers qui se sont féminisés, et si on regarde bien, ce sont des métiers qui se sont précarisés. Les enseignants, entre les années 70 et aujourd'hui, ont perdu près de 4 fois leur pouvoir d'achat. On regarde, il y a beaucoup la population médicale s'est énormément féminisée, mais on regarde le pouvoir d'achat des médecins est moins important. Donc là, on a un vrai sujet sur l'égalité salariale homme-femme. Donc on essaie de le faire nous au sein de l'entreprise et on y est, mais c'est aussi comment on peut le promouvoir à l'extérieur. Et le dernier volet, c'est emmener les femmes vers
le fait d'entreprendre, c'est aussi peut-être d'entreprendre autrement et de montrer que l'économie sociale et solidaire peut être un moyen de monter une entreprise un petit peu différemment qu'une entreprise à but lucratif. Voilà, ces différents angles sur lesquels on travaille et puis voilà, et la santé bien évidemment parce que c'est notre rôle moteur, c'est comment on accompagne la santé des femmes au quotidien. Il nous reste juste... Oui, Racha, vous vouliez intervenir. Oui, non, j'allais juste dire, Stéphanie, merci parce que c'est des points très importants qu'on n'en parle pas assez. Et parfois, moi, je parle beaucoup en panels about gender parity et tout ça. Et peut-être je dis un peu beaucoup de choses qui sont very crude, mais c'est la réalité. Et vous savez, ici au monde, dans le Moyen-Orient, ils font beaucoup d'efforts. Et c'est pas très politically correct in a way. So, on a beaucoup plus, comment dire, on a plus l'opportunité de voir vraiment comment les gens ils pensent. Donc, dans beaucoup de compagnies où je travaillais, les CEO, les autres, je les connais très bien. Et ils me parlent. Et je vois comment les gens ils pensent exactement comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent mais non, moi si j'ai quelqu'un qui travaille très bien, je vais payer la femme comme je paye l'homme. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas comme ça. Et la réalité c'est que moi I've sat in a lot of meetings privately où la conversation c'est que écoute, tu sais quoi, j'ai un budget, je dois payer ce mec beaucoup plus s'il a 4 enfants. Et elle, son mari, il est très riche, je vais pas lui payer la même chose, mais je peux pas, j'ai un budget, comment je vais diviser l'argent? Et ça, c'est la réalité de comment les gens y pensent. Et ils ne le font pas par rapport à, juste parce que le stéréotype, non. Ils pensent que it's okay to think this way. They think it's fine, they're being fair. Ils font la bonne décision parce que ce mec, il a 4 ou 6 enfants et elle, son mari est riche. Et s'il y a un petit peu au milieu, je dois prendre une décision comme un directeur. Et je comprends qu'ils font pas ça parce que they're stereotyping. Non, they're being fair in their mind. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres situations comme ça où it's not fair for the woman parce que moi c'est peut-être mon mari il est riche mais peut-être il me donne pas de l'argent, peut-être je suis indépendante, peut-être je suis divorcée, peut-être je suis séparée, j'ai pas dit aux gens, mais ça doit pas être la conversation, c'est pas ça la conversation c'est que est-ce que je suis compensée proprement pour le boulot que je suis en train de faire et pour the profits that I'm bringing in the company. On t'entend pas, Yann. Bon, mais je vous entends de façon très, très hachée. On a juste 3 minutes avant de terminer. Je voulais juste vous demander à chacune de sortir de votre rôle et si vous deviez faire adopter une loi pour améliorer la situation dans le domaine que vous connaissez, une loi dans vos pays respectifs, laquelle serait-ce? Racha. Moi, éducation. Je veux voir plus de filles dans l'éducation financière et scientifique. Ça doit commencer à l'âge très, très jeune. En ce moment, c'est pas le cas. Esma? Oh, bon, malheureusement, pas une seule, plusieurs lois pour réduire la bureaucratie. Ah oui. Tout de suite. Réduire la bureaucratie, faciliter pour les entrepreneurs, donner la possibilité aux femmes de prendre plus les rênes du pays. Et là, s'il y a une seule loi politique, c'est vraiment donner plus de place aux femmes dans la gestion du pays, les affaires du pays, parce que je suis sûre que s'il y a plus de femmes au Parlement, plus de femmes ministres, plus de femmes dans les administrations, nous allons avoir plus de règles et de petites lois, d'arrêtés qui vont pouvoir appuyer les femmes à travailler plus et à s'épanouir plus dans leur travail. C'est-à-dire vraiment laisser un peu plus de place à la femme, la place qui lui revient par nature. Voilà. Merci. Stéphanie Roger, une loi?
Ben, comme il y a déjà les 2 lois de rachat et d'ESMA, ben moi je vais en rajouter une, c'est vraiment qu'elles soient, parce qu'il y a on a déjà plein de lois, mais elles sont pas forcément toutes mises en œuvre. Ben, c'est de la réalité de la mise en œuvre et les pénalités si elles ne sont pas mises en œuvre. Et la dernière loi, c'est plutôt sur la santé, égalité d'accès à la santé, égalité salariale. Merci beaucoup. Je note en tout cas qu'on a un peu parlé de finances dans cette table ronde. On a parlé de beaucoup d'autres sujets qui ne sont pas des sujets financiers, qui sont des sujets notamment d'accompagnement législatif, mais aussi beaucoup d'accompagnement des femmes pour leur permettre de voir que c'est possible, qu'elles ont le droit d'être mères et de travailler, et qu'elles ont le droit à travail égal, salaire égal. Et je note que tout ça, ce ne sont pas uniquement des questions d'argent, des questions de montant de finances, même si comme l'a rappelé Esma, il faut beaucoup d'argent pour faire des choses importantes, notamment dans le domaine de la microfinance. Il y a tout un tas d'accompagnements qui ne sont pas des accompagnements financiers, mais qui sont des accompagnements, je dirais, socio-culturels pour faire vivre. Voilà, je vous remercie beaucoup à toutes les trois d'avoir fait part de vos analyses et de vos expériences. Et puis, je signale à ceux qui nous écoutent qu'il y a pour une partie d'entre eux une pause networking pendant 15 minutes, et ensuite, à 15h45, il y aura un keynote fait par l'entreprise Deloitte qui s'appelle Focus sur un exemple de stratégie d'entreprise volontariste dans le domaine de l'entrepreneuriat et du leadership féminin, bien entendu. Je vous remercie beaucoup et merci encore. Merci, au revoir. Merci Yann. Au revoir. Au revoir.